Alors on voit quelque chose là-dedans ou pas? Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. On se retrouve pour un direct du jardinier dans le potager de la maison du jardinage dans le parc de Bercy, Paris 12e. Aujourd'hui, comme on l'a annoncé sur Insta, on a un spécial bien accueillir les auxiliaires et en particulier les insectes. Voilà, c'est bien ça? Auxiliaires, ouais. Super. Et pollinisateurs. On va voir les deux, les catégories. deux catégories, hein, qui peuvent être les deux d'ailleurs. Donc là, on se trouve à côté d'un hôtel insectes. Tiens, il y a Chantal qui nous a rejoint. Ok. Bonjour Chantal. Donc là, si vous avez vu en premier plan tout à l'heure, il y avait donc ce qu'on appelle un hôtel insectes. Donc on s'aperçoit que... alors ça, c'est une structure qui est très pédagogique. Dans la nature, les insectes, ils n'ont pas besoin de ça. Pourquoi on installe ce type de structure? Eh ben parce qu'il y a une dégradation de l'environnement, ou alors on est en plein dans un milieu urbain. Donc du coup, les insectes, en fait, pollinisateurs et auxiliaires, ils vivent dans plein de milieux différents, plein de milieux naturels différents, comme les tas de bois, les tas d'herbes, les litières de feuilles qui sont en train de se décomposer, les fagots, enfin voilà. Et dans un milieu qui est très travaillé, dans un jardin qui est très entretenu, on n'a pas tout ça, on n'a pas ces lieux-là. Donc l'intérêt, c'est de les retrouver. Alors il y a deux types d'accueil possibles fabriqués. C'est l'hôtel insecte où dans un même endroit, on va mettre des structures qui vont accueillir différents insectes. Bonjour. Alors par exemple, par exemple les fagots de bambou comme ça, ou de la paille, c'est des tiges creuses qui vont accueillir notamment les abeilles solitaires. Dans chacune de ces cases, on ne trouve pas le même type d'insectes? Pas forcément. Par exemple, là on va voir les guêpes solitaires dans la partie un peu de terre comme ça. D'accord. C'est une partie... la guêpe solitaire, on va plus la retrouver dans le sol en fait. Et dans les fagots comme ça, plus les abeilles solitaires. Donc pour que ça fonctionne, il faut qu'on ait une tige creuse. D'accord. Qui fasse au moins 20 cm de long et qui soit bouchée à l'extrémité. Et on place ces abris-là. Alors ça, c'est un hôtel insecte. On va voir juste à côté. Ça a été fabriqué à la maison du jardinage? Ça a été fabriqué par la ville de Paris. D'accord. C'est pas spécifiquement la... Ou alors parce que c'est pas très épais en fait. C'est pas très épais. Quand tu regardes l'hôtel, enfin l'abri à insectes de profil, il fait quoi? Il fait 20 cm maximum? Il fait juste les 20 cm D'accord. Pour les fagots en fait. Et il est fermé derrière. Et ça, voilà la différence entre un abri insecte et un hôtel insecte. D'accord. L'abri insecte, il va favoriser un type d'insecte, alors que l'hôtel, il va favoriser plusieurs. Alors on se rend compte en fait qu'il vaut mieux avoir plusieurs petits abris avec des espèces séparées qu'un hôtel. D'accord. Là, ce qui est intéressant dans l'hôtel insecte, c'est que ça permet de présenter dans un même endroit plusieurs types d'insectes. Donc dans les... Celui-ci, tu nous as dit, moi j'ai pas entendu, tu nous as dit ce qu'on y trouvait généralement. Bah, là, ça va être, on a du bois troué, donc on va trouver les abeilles solitaires en fait qui vont aller dedans. Pour les guêpes solitaires, on va plutôt les trouver dans le sol, comme je disais tout à l'heure, et dans le bois mort. Donc on va plutôt favoriser les tas de bois, etc. Les tas de bois qu'on laisse se décomposer en fait. D'accord. Après, on dit bonjour pour à d'autres nos types d'insectes, on va, par exemple les bourdons, ouais. On va plutôt les trouver dans des tas d'herbes, dans de la mousse, là où il y a de la mousse. Et en fait, ils vont faire leur nid, ils vont former une espèce de petite boule creuse et ils vont faire leur nid à l'intérieur. D'accord. Mais c'est dans ces éléments-là. Ou alors elles vont utiliser un nid de souris qui est abandonné, ou même dans la laine minérale, voilà, pour les bourdons. Donc là, les trois insectes dont je vous ai parlé, c'est l'abeille solitaire, la guêpe solitaire et le bourdon. Ce sont trois insectes pollinisateurs. On entend un troglodyte, là je ne sais pas si on peut le voir, et tout en haut de la pergola. Ah oui, on le voit. Je ne sais pas si on peut le voir. Donc là, ils sont très présents ici. Vous voyez, ah, il s'est envolé. Le troglodyte, c'est un tout petit oiseau
avec une queue très relevée. Bon, je pense, il est parti. Et après, donc là, c'est les pollinisateurs qui sont intéressants pour tout le monde. Hein. On sait que c'est ce qui permet de donner des fruits. Hein, c'est la pollinisation des fleurs femelles par le pollen des fleurs mâles. Donc ça, c'est le travail de beaucoup d'insectes. Donc là, par exemple, les 3 que je vous ai donnés pollinisent les fleurs. Et après, on a ce qu'on appelle les insectes auxiliaires qui vont réguler les populations de ravageurs. Donc le plus connu, c'est la coccinelle qui va réguler les populations de pucerons, par exemple. Ouais. Oui, parce qu'elle mange encore plus de larves que de Alors, pucerons. c'est pas ça, c'est que la coccinelle, un adulte, ça mange à peu près 150 adultes de pucerons, par jour. Une larve de coccinelle, c'est 260 à peu près, jusqu'à 260 adultes par jour. D'accord. Donc on les appelle les ogres des pucerons. Ils dévorent les pucerons en fait. Donc ça c'est pour un individu. Donc après on a la chrysope aussi. Alors je vais peut-être montrer des photos de tout ça parce que là du coup on les voit pas. Ouais. Parce que là, comme je le disais tout à l'heure, je vais me mettre sur le côté pour que les gens voient. C'est vrai que c'est pas du tout large. Hein. Tu mets ta main à côté. Ouais. Ah, donc tu vois, là, ça on de là à là, ça fait 20 20 toujours. Non, on est à 20. On est à 20 là. À peu près à 20. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup d'espace finalement. Ça, c'était des hôtels à insectes qui étaient distribués par la ville de Paris en particulier. Donc il y avait le gros modèle pour les jardins et puis un modèle qui pouvait servir pour les terrasses et les balcons. Donc pour vous montrer les insectes, voilà, la différence entre les abris insectes. Voilà, ça c'est celui qu'on vient de voir. Voilà. Et les hôtels à insectes. Et ça c'est un hôtel à insectes tel que celui qu'on voit devant nous là. Voilà. L'hôtel, on a plusieurs types, comme si on avait plusieurs abris. Hein. Ah. Donc on voit là où vivent les insectes en fait, c'est dans des tas d'herbes sèches, dans des arbres creux, dans des tapis de mousse, dans du bois mort, dans des litières de feuilles mortes, même dans de la terre battue ou dans un tas de sable, dans les tiges sèches, hein, comme on trouve ici, et dans les murs en pierre sèche. Mais du coup, alors ça n'a rien à voir avec le sujet sur les insectes, mais certaines personnes ont vu des fois dans leur jardin des lézards, des murailles, des petits lézards. Ouais. Est-ce qu'on considère que c'est un auxiliaire? Non. Non. Lui, il va réguler les populations d'insectes. D'accord. Donc il va pas s'attaquer spécifiquement aux ravageurs il ne va pas attaquer les limaces? Non. D'accord. Non, il va surtout manger des insectes. Là ce que nous, on veut mettre en place dans un jardin, alors évidemment, il n'y a pas que les insectes qui vont réguler les populations de ravageurs, mais l'intérêt des insectes, c'est qu'ils peuvent être en nombre, et donc s'attaquer aux insectes ravageurs et réguler des populations entières. D'accord. Et c'est relativement facile de mettre ça en place pour les garder dans le jardin. Ça sera plus difficile de faire venir des lézards. Bien sûr. Il y a Baptiste qui pose une question, il demande si la mairie fait toujours son opération distribution d'hôtels à insectes pour les Parisiens. Ben, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que de toute façon, vu que tout est bloqué maintenant et que les structures sont fermées au public, il faut vérifier sur paris.fr. Ouais. Baptiste, moi la dernière fois que j'ai vu les hôtels à insectes, c'était à la maison Paris Nature, au parc Floral. Et effectivement, elle était fermée au public. Nous, on a fait tout ce qu'on avait à distribuer, nous, on l'a distribué. Donc je crois que c'est terminé. D'accord. Bon, on regardera, je me renseignerai et puis je répondrai à Baptiste directement après les vérifications. Donc voilà, tout à l'heure, je parlais de la chrysope, donc je vous montre quand même une photo. Donc c'est un insecte très vorace. Hein. Alors là, ces insectes-là, le puceron comme la chrysope, la coccinelle comme la chrysope, font leur nid là, sur les feuilles des végétaux, là où se trouvent les pucerons. Donc ils nichent à côté de leur garde-manger, on va dire. D'accord. Donc il y a pareil. Thiro qui répond l'opération est terminée. Ouais. Pareil, la chrysope, là on voit l'adulte, et
la Là, larve c'est la qui larve. mange. Vous voyez, on a un puceron direct à côté. Donc la larve, elle s'attaque à des pucerons adultes. Et les œufs des chrysopes sont pondus sous les feuilles et elles sont vertes. Donc on peut les reconnaître. Elles sont à peu près à 1 mètre du sol, au-dessus d'1 mètre du sol. Dans les auxiliaires qui sont intéressants d'avoir et qui vivent dans les endroits sombres et humides, ce sont les forficules ou le perce-oreille. Vous voyez, là je vous redonne la photo ici. Donc eux, ils vont plutôt attaquer les pucerons qui seront le moins en hauteur. Hein, ils sont friands de pucerons sur les cultures basses. Mais ce qui est intéressant avec le perce-oreille, c'est qu'il va aussi s'attaquer à des petites chenilles. Donc pas seulement les pucerons. Quand je lis pas de crainte sur ton document, ça veut dire qu'il ne peut pas faire de mal à l'humain? Non. Parce qu'on peut avoir peur effectivement non, des deux petites pinces. Non, c'est trop. C'est quand même petit, hein. Ça fait rien du tout, quoi. Ça traverse même pas la peau. Ok. Voilà. Donc il faut, pour revenir sur la chrysope par exemple, qu'on va accueillir à partir du mois de fin mars-avril, une larve peut dévorer quand même de 300 à 500 pucerons durant tout le temps de son développement. D'accord. Donc la larve, pendant qu'elle se développe, c'est 3-4 semaines, elle va manger 300-500 pucerons. Et les auxiliaires entre eux vont jamais avoir de problème de... Enfin, ils vont pas se poser de la gêne, des soucis les uns aux autres. Non. Alors souvent ils sont inféodés, parce qu'en fait il y a deux types d'auxiliaires. Il y a les auxiliaires qui sont prédateurs, c'est-à-dire qui vont manger, hein, comme la chrysope, le cirfe, la coccinelle, ce sont des prédateurs. Et il y a les auxiliaires parasitoïdes, comme les microguêpes de la famille des hyménoptères, qui eux vont pondre à l'intérieur par exemple des pucerons, aux dépens de... Donc dans la larve du puceron, ils vont grandir à l'intérieur du puceron pendant que le puceron grandit. D'accord. Et ils vont réguler les populations sur un terme, sur du long terme en fait. Donc et là, ils sont vraiment... Les parasitoïdes sont vraiment inféodés à un insecte, à une espèce donnée, parce qu'elle correspond... Enfin, son système de parasitisme est complètement lié à la vie complète, c'est-à-dire au cycle complet de l'insecte qu'ils vont parasiter. Donc c'est vraiment très précis, puisqu'ils vont pondre à l'intérieur d'un organisme et se développer sans toucher le système nerveux central, pour que le puceron qui soit parasité se développe en même temps et grandisse. Il ne faut pas qu'il meure. Par contre, à la fin de la vie, parce qu'il va nourrir enfin il va être comment dire, manger de l'intérieur sans mourir, et il va nourrir en fait la larve de la microguêpe pendant que celle-ci elle grandit en tant que larve, et dès qu'elle est adulte elle sort du puceron, donc du coup en le tuant, en faisant une petite opercule, en sortant du puceron. Donc le but dans un jardin, c'est de garder le maximum d'insectes tout le long de l'année, insectes pollinisateurs et auxiliaires. Donc pour les... Là c'est un truc assez évolué qui a été construit. Pour les abris à insectes, on peut en fabriquer soi-même. Alors ça c'est pareil, c'est un truc qui est fabriqué comme ça. Mais on peut par exemple tout simplement faire des fagots. Donc on va utiliser des plantes à tiges creuses ou moelleuses. Ou tu peux à la perceuse éventuellement prendre un bloc de bois et faire des trous dedans, oui, parce que c'est ce qui s'est passé là, voilà, devant nous. Là. Tu peux aussi faire ça, mais encore plus simple, sans avoir un outil électrique. Tu vas juste, avec un sécateur, couper des branches. Alors on a fait une liste de plantes à tiges creuses ou à moelle pour réaliser des abris auxiliaires. Donc par exemple, ici on est à côté du buddleia, qui est un arbuste, voilà, qui est juste là. Donc le buddleia, c'est une plante, on va voir, alors du coup, la tige est creuse. C'est une tige moelleuse en fait. D'accord. Donc les insectes peuvent creuser dedans eux-mêmes. On va le montrer. Hop. Par exemple là je coupe. Voilà. Alors les jeunes tiges, elles sont encore pleines, mais l'intérieur est moelleux en fait.
D'accord. Donc pour les tiges plus âgées, bien on voit ici, hein, il y a une coupure là, regarde. On a en fait à l'intérieur. Ah, j'arrive pas à faire la mise au point. Ah, c'est compliqué. Tu vois, regarde, c'est tout moelleux. Ouais, je vois que c'est donc, plus mou. Là, en fait, par exemple, une abeille solitaire, elle va creuser dedans, elle va s'installer. D'accord. Il y a le jeune botaniste qui demande si le sureau fait partie de cette catégorie. Ouais. D'accord. Sureau noir, par donc exemple. en fait, tu prends ce que tu as sous la main et ça... Voilà, donc c'est pour ça aussi que dans un jardin potager, notamment, c'est bien d'avoir une diversité végétale. Et notamment au niveau des floraisons. Tu vois, par exemple, là, on est en hiver encore, et sur ta droite derrière, on va reconnaître la plante qu'il y a. Il y a une plante qui est encore fleurie et qui va permettre de nourrir par son nectar les insectes sur place. Donc ils ne vont pas partir chercher la nourriture ailleurs. Et le nectar, en fait, c'est un peu ce qui va permettre aux insectes de redémarrer avant d'aller prédater ou parasiter les ravageurs des plantes. D'accord. Donc ça, on a reconnu, tout le monde a reconnu ce que c'était. Tiens, le petit quiz, c'est quoi comme plante? Allez, on essaye. Est-ce que l'un d'entre vous reconnaît cette fleur? Il faut toujours leur laisser quelques minutes. Voilà. Parce qu'il y a un décalage entre nos voix, le son et le moment où c'est diffusé. Donc vous voyez, au niveau... Alors on va attendre la réponse. Oui, oui. Voilà, au niveau des plantes, il y a quand même les plantes à bois creux, il y en a quand même. Dans les ombellifères, par exemple, il y a le fenouil. D'accord. Voilà. Donc si vous avez du fenouil, ben, vous avez des tiges creuses. Là, il y a des framboisiers aussi. Alors le problème, c'est que ça pique, hein. Mais quand on taille les framboisiers, donc là, par exemple, si on va ici, on a taillé les framboisiers. On va le voir, hein, les tiges... Ah. Il y a quelqu'un qui... Alors, oh là, il y a plein de réponses. Il y a quelqu'un qui dit hellebore. Et bravo. Eh ben voilà. Alors les premiers à avoir répondu, c'est l'atelier Château en Espagne. Mais il y a eu 3 bonnes réponses. Bah, bravo. Si vous aviez été présent, si ça avait été possible, vous auriez eu un petit cadeau. Eh ouais. Bah, la prochaine fois, dès qu'on sera ouvert au public. C'est ça. Donc voilà, là on a les tiges de framboisier, donc elles ont été taillées. Ouais. Bon, alors le problème c'est que le framboisier ça pique. Hein. Mais voilà, là on peut faire facilement un fagot. Hein. Donc là voilà, la taille de la tige c'est ça, 20 cm. Ouais. Hein. Et il faut 20-30 tiges comme ça pour faire un fagot. On le noue et on le suspend. Ah, on le suspend? Ouais, on le suspend dans le jardin au-dessus d'1 mètre, quoi. D'accord. 1 mètre de hauteur. Et on voit bien à l'intérieur en fait que voilà, il est tendre. Hein. Alors tu disais que certains auxiliaires étaient plus spécialisés en hauteur, d'autres plus au niveau du sol. Voilà, par exemple, on sait que la guêpe solitaire, elle va plutôt faire son nid dans le sol, carrément. Ça peut le être dans perce-oreille du sol. aussi, il va être prédateur au niveau du sol. Alors le perce-oreille, comme lui, il a besoin d'endroits sombres et humides, évidemment, il va être dans des tas de bois et plutôt vers le sol. Ouais. Et quand il va s'attaquer à des insectes ravageurs, il va s'attaquer aux parties basses, en fait. Donc là, je vais montrer juste l'intérieur du framboisier qui est vraiment tendre. Hein. Ouais, là, je l'ai découpé exprès comme ça. Je ne sais pas si on voit voit que tu arrives à extraire ce qu'il y a au centre. Là. Tu vois. Ouais. Donc juste le truc, c'est que donc voilà, le fagot, pour les tiges moelleuses comme ça, bah, l'insecte, notamment l'abeille solitaire, elle va aller d'un côté et il faut que l'autre côté soit bouché. Alors il y a une direction hein, pour mettre que ce soit les hôtels à insectes ou les abris. Là, ils doivent être dirigés vers le sud-est. Et les vents... Pourquoi par rapport à l'arrivée des insectes. Hein. Il faut que d'abord ça soit pas au froid, etc. L'entrée. Et à l'opposé des vents dominants. Donc on sait qu'en majorité, les vents dominants à Paris, c'est les vents d'ouest. Hein. Donc c'est pour ça sud-est et l'ouest derrière. Et donc je répète, hein, pour les hôtels, le fond doit être fermé. Il ne doit pas être ouvert des deux côtés. Très bien. Donc toujours pour la même chose. Si on fait des trous, par exemple si on fait des trous comme dans l'abri là-bas, qu'on a vu, hein, des trous dans du bois, faut pas aller jusqu'au bout. Il ne faut pas aller jusqu'au bout. Il faut que le fond soit fermé. D'ailleurs, on peut le voir. On peut aller voir tout de suite. Tiens, j'ai une question avant que je la perde. J'ai une question du jeune botaniste qui parlait du sureau tout à l'heure. Il demande si c'est une plante à tige creuse. Oui. Oui. Moelleuse, tige moelleuse. Pas creuse, mais moelleuse.
Tu vois là derrière c'est Oui, fermé. c'est-à-dire qu'elle n'est pas vide, il y a quelque chose, mais c'est une pulpe qui s'enlève très Voilà, très facilement. voilà. Et l'insecte le fait lui-même. Tu vois là c'est fermé derrière. Ouais. Donc là en fait tu as un système pour. C'est quoi, c'est changer. de la pierre ça? C'est du Ouais. béton en fait. Hein. Tu vois, D'accord. là. Et en fait tu as des petits. Tu vois là en fait le système il Ah était oui, fait on avec voit des petits- choses là. des petits tubes. Alors comment on sait. Voilà regarde là c'était fermé. Comment on sait que il est habité? Eh ben l'insecte referme le trou. Il fait un opercule et comme ça il fait sa Donc là, nidification à on est l'intérieur. déjà assuré qu'on a quelques insectes qu'on ne voit pas très bien, mais on voit qu'ici on est bouché, ici aussi, Voilà. et là Alors il y a ça, des opercules qui ont été ouverts. Alors les opercules sont. Enfin les. Oui celui-là il était ouvert. Enfin celui-là je crois que c'est. Parce que là le truc c'est que voilà celui-là il fonctionne comme ça avec des petits tubes puisqu'il faut une certaine profondeur. D'accord. Là celui-là il est un petit peu abandonné on va dire. Hein. C'est-à-dire qu'on devrait avoir des tubes Voilà. sur... Voilà, D'accord. Oui, c'est logique. Voilà. Là c'est. C'est quand même beaucoup plus simple de faire ce que tu disais tout à l'heure, de récupérer des tiges creuses ou tendres, comme tu dis. C'est pour ça qu'on fait une liste des plantes qu'on peut avoir. Hein. Même les topinambours, bon là on n'en a plus. Voilà, on va avoir les topinambours par là. Donc il y a une plante très facile à cultiver, puisque une fois qu'on en a, on s'occupe de rien, ni d'arroser, ni de tailler, ni rien du tout. Voilà, là c'est les tiges de topinambour. Oui, oui, oui. Puis on voit que c'est creux. Hein. D'ailleurs celle-ci, tu vois, il n'y a pas Voilà. besoin. Voilà. On est absolument... Donc pareil, c'est des fagots de 20-30 tiges, de 20 cm de long. Voilà. La taille c'est ça. En plus, ils sont déjà à la bonne taille. Voilà. Donc là voilà, on fait un petit fagot, plusieurs tiges. Hein, voilà, regarde, t'as ceux-là qui fait 20 cm. On a une collègue qui doit habiter dans le sud qui nous demande l'orientation en Provence. Alors moi je connais pas les vents dominants en Provence. Voilà, c'est juste que l'arrière doit... Enfin, la partie qui doit attirer les insectes, il ne doit pas être au vent dominant. D'accord. Donc il faut voir, Pauline, en fait, d'où vient le vent. Puis à partir du moment où tu sais d'où vient le vent, bah, tu mets l'arrière de ton abri, un des tiges, face au vent. Voilà. Mais ce qui est important, c'est que l'orientation, ça sera toujours sud-est. Hein. Sud-sud-est, l'orientation. Et par exemple, pour un... Alors là, voilà, je fais ça en même temps, rapidement. Hop. Vous voyez, c'est pour montrer un peu les tiges. Quelle chance on a de la musique extraordinaire à côté. Ouais. Je sais pas si les gens entendent. C'est la joie des espaces verts, hein. Le partage de la musique. Enfin, j'appellerais pas ça partage, mais bon. Voilà. Donc on fait un fagot comme ça, on peut en mettre plus. Hein. Là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc toutes les ouvertures sont devant. Voilà, là il y en a 16, mais bon, on va dire une vingtaine, 20, 30. On le noue avec du raffia, une ficelle. Et tu le suspends. Et on le suspend. Tout simplement. Voilà, à peu près à cette hauteur-là. Bah, ça c'est un bon truc. Ouais. C'est très simple à faire. C'est simple à faire. On a toujours la ressource. Voilà. Et alors par contre, il faut que ça soit à côté de cultures hein, qui vont attirer les prédateurs. Les pucerons, s'il n'y a pas de culture, ils ne viennent pas. Hein. Okay. Donc c'est toujours à la proximité d'une culture. On va s'éloigner un peu de la musique. Là. Oui. Enfin, est-ce que tu sais si certains auxiliaires vivent plus près de certains types de plantations? Comme je disais tout à l'heure, les auxiliaires qui vont nidifier près des pucerons, par exemple, ils vont aller sur la plante où il y a des pucerons. Ouais. Donc voilà, par exemple dans ça c'est pas lié au type de plante. Ah si, parce qu'il y a des plantes qui attirent plus les pucerons que d'autres. Oui, alors après toutes les plantes du potager vont attirer la tomate par exemple. Après dans l'absolu, on va aussi lutter entre guillemets contre les insectes ravageurs. Ah, il est revenu le troglodyte. Il est tout en haut là, ici, il vient nous voir en fait. On va aussi utiliser des plantes, notamment des fleurs, qui vont
attirer les pucerons. Par exemple, avec les tomates, on peut planter des capucines. Et ce qui va détourner les pucerons de la tomate, c'est les tiges très charnues de la capucine, qui vont être plus faciles à piquer pour prélever la sève de la capucine plutôt que de la tomate. Mais de toute façon, quand tu fais des cultures potagères, tu auras toujours, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus, hein, tu auras toujours des insectes ravageurs qui vont venir prendre leur part. Ah, un petit accident de micro. Mais en fait là les gens adorent le chant du troglodyte. Bah ouais, c'est sympa. Hein. Et alors il est tout en haut, c'est ça qui est... Ouais, puis il n'a pas peur de nous. Hein. Bon, là, il est assez loin. Donc bon, les services civiques sont passés juste sous l'abri. Et... Alors on m'entend là ou pas? Parce que oui, on t'entend très bien. Bon. Donc, alors un petit truc aussi si on utilise un hôtel à insectes, c'est que, donc là il est exposé sud-est, hein, exactement comme les préconisations, et il faut le pencher un petit peu en avant. Bon, là on l'a pas trop penché, et le mettre un petit peu en hauteur. Il ne faut pas qu'il soit complètement à plat au niveau du sol. Pourquoi? Parce qu'en fait ça va permettre d'attirer les insectes, comme c'est à une certaine hauteur. Ça va aussi attirer les insectes pollinisateurs et auxiliaires de toutes les hauteurs, même des hauteurs plus hautes. Les chrysopes, c'est plutôt 1 mètre, 1 mètre 20. D'accord. Alors en sachant que, bon, je répète, les chrysopes et les coccinelles, ils vont nidifier directement sur les feuilles où se trouvent les pucerons. Il y a un décalage en fait d'apparition des insectes. Par exemple, les pucerons, ils apparaissent dès que la température atmosphérique elle atteint les 12 degrés. On a les pucerons qui décollent. Et c'est souvent 3 semaines avant que la température augmente à 14 degrés qui va permettre le développement, ces 14 degrés, des coccinelles par exemple. C'est pour ça qu'il y a un décalage. Et souvent dans le jardin, on voit par exemple l'apparition des pucerons qui apparaissent d'une façon très forte, hein, c'est-à-dire qu'on voit des amas de pucerons sur les bourgeons des rosiers par exemple, et du coup ça fait très peur, on dit oh là là il y a plein de pucerons, il faut attaquer ça tout de suite. En fait non, il faut essayer de rester calme, parce qu'on sait que la température va continuer de s'élever, hein, puisqu'on a des journées plus longues, on a un rayonnement solaire plus important, et on arrive en fait dans le cœur du printemps, et généralement 2-3 semaines après l'apparition des pucerons, on a l'apparition des auxiliaires, soit prédateurs, soit parasitoïdes. D'accord. C'est une histoire de température en fait. Donc toujours avoir le bon timing en tête et faire preuve de patience. En fait, c'est la nature qui dicte ça, c'est pas nous. Hein. Le timing, c'est la météo, c'est la température atmosphérique, c'est la présence des auxiliaires. C'est pour ça que on va favoriser par notamment des hôtels insectes ou des abris qu'on va créer pour les attirer, parce qu'on est dans un milieu qui n'est pas forcément sauvage. Si on était, comme je disais au début, dans un milieu plus sauvage, moins urbain, on aurait des tas de bois qu'on pourrait laisser, on aurait des masses végétales, par exemple des tas d'herbes, plein d'endroits en fait où se nichent les auxiliaires. Mais c'est ce que j'allais te dire en fait, Franck. Ici, on est dans un lieu qui est dédié à la pédagogie, donc on a un abri à insectes, un hôtel à insectes, avec leurs particularités. Mais si on regarde tout autour de nous, il y a suffisamment de terre et de végétation en décomposition. Enfin, je pense qu'on ne manque pas d'insectes là si on avait une loupe et qu'on regardait dans la terre. Exactement. Et c'est aussi pour ça que on va mettre en place des végétaux qui ne sont pas seulement des cultures de légumes, mais des végétaux qui vont avoir des floraisons étalées tout le long de l'année pour qu'il y ait toujours du nectar qui soit disponible pour les insectes auxiliaires. Du coup, là, les éleveurs, et pour les pollinisateurs. Ici. Voilà. Par exemple. D'accord. Il y a d'autres exemples de fleurs qui peuvent... Alors, on va voir. Alors, j'allais dire tardives, mais c'est pas le mot. Des fleurs qu'on trouve encore à cette époque et qui peuvent servir aux auxiliaires. On va voir ici. Il y a des primes verts qui repartent là, très tôt. D'accord. Il y a eu un coup de froid, un coup de chaud. Donc ça, on les garde.
On va faire un petit tour, on va voir Il y a les plantes, il y a les plantes, il y a les bulbes en ce moment. Alors il y a les crocus qui sont sortis sur les pelouses, mais souvent c'est des bulbes qui se trouvent là ici dans les jardins, ils sont mis sur les pelouses, donc il faut des pelouses à côté. Là je voulais vous montrer s'il y a des exemples ici. Eh bien, regarde, en fait, c'est marrant, bon, c'est pas ce que je cherchais, mais là on a une petite fleur. Donc le romarin. Ouais, une petite fleur de romarin, voilà. Là. C'est fou, ah ben il y en a plein là. Ouais. D'accord, je sais pas si c'est particulièrement mellifère. Ça l'est. Ouais. Ah ouais. Donc voilà, ça va attirer les insectes. C'est quoi ça? Ça pourrait être de la tige qui servira à faire des fagots aussi? Bah, toutes les graminées en fait, elles peuvent servir effectivement. Voilà. On voit, on a une tige. Ouais, on voit que en fait le principe est assez simple finalement. Ouais. Voilà, là on a une tige qui est assez rigide quand même, qui est moelleuse à l'intérieur effectivement, qui se. Enfin, je sais pas si on le voit bien, mais. Voilà. D'accord. Bon, il y a de quoi faire, hein, tu vois. Tu laisses un peu des ressources. Alors là, on a un autre exemple d'abri qu'on a fait nous-mêmes ici, avec des fagots. Là, du coup, c'est des bambous. Voilà. Effectivement. Bon, on reconnaît le principe. Après, l'idée, c'est aussi de faire des choses esthétiques dans le jardin. Hein. En tout cas, tous les principes sont là. Non, il y en a un qui manque. Ah, parce qu'on a la longueur, on dépasse un petit peu. Ah oui. Ah ben oui, mais c'est bouché, regarde là. Par exemple, ça c'est bouché. Ouais. Mais ça, c'est les insectes qui l'ont fait. D'accord. Alors, parce que derrière, effectivement, on n'est pas fermé. L'exposition de ce côté. Alors attends. L'exposition de ce côté-là, là, c'est sud-ouest. D'accord. En fait, tout à l'heure, on était plutôt sud-est. Mais on a une largeur qui est de 30 cm, quoi. Là, on a 30 cm de profondeur. Ouais. Donc voilà le type d'installation qu'on peut faire. Très bien. Puis on voit bien les étagements de végétation aussi, qui servent à abriter les insectes. Voilà les crocus. Ah ben voilà les crocus, oui. Oula. Donc avoir des fleurs dans son jardin tout le long de l'année, c'est fondamental. Parce que n'oublions pas qu'après, quand on va avoir les légumes fruits, comme les tomates, les aubergines, les courgettes, etc., il faut à un moment donné que les fleurs femelles soient pollinisées par le pollen des fleurs mâles. D'accord. Et ce travail d'apport du pollen vers le pistil des fleurs mâles, ce sont les insectes pollinisateurs qui le font. Donc il faut de toute façon des fleurs. Très bien. Est-ce que on a des petits hôtels à insectes que des gens installent sur leur balcon? Quel intérêt ça peut avoir de l'avoir en appartement sur le bord de sa fenêtre? Lutter contre les pucerons de ces géraniums. Oui, après, non mais tout à fait. Sur un balcon ou sur une jardinière, si on met un ensemble de végétaux plus ou moins importants, même si on a un rosier par exemple sur un balcon, on sait que les rosiers ils sont assez sensibles aux ravageurs, aux maladies, et ils sont relativement sensibles aux pucerons. D'accord. Donc si on favorise un endroit comme ça pour attirer les pollinisateurs et les auxiliaires, évidemment, ça permettra de lutter contre ceux-ci. Très bien. Voilà. Bon bah super. On a fait le tour, Franck? Ouais. On a fait le tour du potager? Ouais. Après, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Oui, bah écoutez, si vous avez des questions, effectivement, vous pouvez les poser, mais là je vois que vous avez posé surtout les questions sur les tiges. Moi je vous invite, comme d'habitude, à aller voir sur le site Que faire à Paris et de taper dans le moteur de recherche Paris Nature. Vous tomberez sur un excellent programme qui vous propose des conférences et des directs qui vont vous apprendre plein de choses sur le jardinage évidemment, mais aussi la biodiversité, la condition animale et le bien-être animal à Paris, l'agriculture urbaine, etc. Donc c'est des sujets qui sont tous complémentaires. Allez consulter le programme. Bientôt on va sortir le programme de mars qui est très fourni. Je crois qu'il y a quasiment
un événement un jour sur deux ou quasiment tous les jours. Enfin, il y a plus de 30 événements, donc si tu comptes, ça fait énorme. Ouais. Allez-y, regardez aussi sur paris.fr, je pense tout à l'heure à Baptiste qui posait la question de savoir si on distribuait encore des abris à insectes. Gualtiro répondait que c'était fini, l'opération était finie. Mais bon, il n'est pas impossible que ça se reproduise. Tout ce qui permet d'améliorer la biodiversité et de la protéger à Paris, c'est justement ce qu'on fait tous les jours. Je vous donne rendez-vous, alors pas la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, exceptionnellement, il n'y aura pas de direct du jardinier. Ouais, on est bien d'accord. Voilà. Par contre, on se retrouve dès la première semaine de mars. On aura peut-être un nouvel horaire, donc guettez bien sur Insta ou sur Facebook et sur Que faire à Paris, parce que les horaires seront modifiés à ce moment-là. Aujourd'hui, ils sont à 13h pour les directs du jardinier, mais on peut le faire évoluer éventuellement. Ça, il faut que j'en discute avec Franck. En fait, c'est simple, c'est pour savoir s'il y a un horaire qui serait préférable à celui-là. C'est ça. Si on a lancé une story. On a lancé une story et du coup, les gens ont dit que à 16h, en tout cas, sur les 5 créneaux qu'on avait proposés, c'est 16h qui est revenu le plus souvent. Beaucoup plus souvent. Donc on va s'adapter à ça. Voilà. Si besoin. Donc on vous tiendra au courant. On vous donne... J'ai une dernière question de justesse. Qui dit chez nous dans des pots de tomates et abélias. Je crois que ça parle de... Alors Miuku Ginyu, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que c'est ta question? Chez nous, sur et dans les pots de tomates. Ah, il y a des œufs d'insectes, est-ce qu'il faut enlever ou pas? Donc dans les pots qui contiennent des tomates, des plants de tomates et abélias, il y a des... Ah bon, on en a là. Cet arbuste-là, c'est un abélia hybride. Ça. Donc il y a effectivement sur ces plants, il y a des insectes et des œufs. Non, des œufs d'insectes. Est-ce qu'il faut les enlever? Non, parce qu'on ne sait pas... Après, ça se reconnaît aussi, les œufs d'insectes. Hein. Ouais. On sait que les œufs d'insectes qui sont en boucle, mais là, c'est des insectes spécifiques hein, qui sont sur des feuilles et qui sont en boucle comme ça. C'est souvent des insectes de papillon, de lépidoptère. D'accord, donc inoffensif. Oui, alors, après, moi, bon, ça dépend quels œufs on voit, etc. Il faut le connaître, ça, il faut le savoir. Donc, dans le doute, il ne faut pas les enlever. D'accord. Parce que ça peut être les insectes qui peuvent être ravageurs ou auxiliaires. Et de toute façon, si on met en place, plus on va mettre en place de la biodiversité dans un jardin, donc avec des étagements de végétation, des plantes rampantes, des plantes arbustives et des arbrisseaux, avec des étagements de végétation, plus on aura de diversité. De biodiversité, donc du vivant. Bien sûr. Et donc, dans la nature, en fait, tous ces insectes-là se régulent eux-mêmes, soit en se parasitant, soit en se prédatant. Oui, mais là, on est dans le cas de pots, probablement en appartement, et donc on se poserait tous la même question. Ah oui, je pense, ouais. On est bien d'accord, parce qu'il dit chez nous. Donc, d'accord, ouais. Alors, ou bien il parle de son jardin partagé, ou bien il parle de son appartement. D'accord. Bah, moi, je ne peux pas donner il faut vérifier ce que c'est. Bien sûr, il faut regarder. Mais bon, peut-être, c'est ce que tu disais tout à l'heure, un peu de patience, ça fait jamais de mal. Tu attends et si tu vois que... Parce que quel est le risque finalement si tu attends l'éclosion des œufs? Est-ce que ça risque pas... Je pense que c'est la question qui se pose. Hein. Oui. Est-ce que ça risque pas de foutre en l'air ces plants? Tu as un démarrage d'un cycle, donc avec des larves qui vont commencer à se nourrir. Si c'est un insecte... ravageurs, donc les larves qui vont commencer à se nourrir du végétal. Mais généralement, en tout cas pour les plantes d'intérieur, quand tu as des œufs, tu ne les vois pas. Ok. Je parle d'insectes qui vont ravager la plante. Par exemple, les cochenilles farineuses, tu ne les vois jamais arriver. C'est-à-dire que tu as des œufs qui sont dans l'aisselle des feuilles, donc tu ne les vois pas. Donc là, si tu les vois dans des pots, a priori, c'est pas mauvais signe. Mais moi, je les ai pas vus, donc je peux pas te dire. Ok, oui, bien sûr. Oui, deuxième étage, balcon de 2 mm de taille. Ça peut être des. C'est tout petit, hein. Ça peut être des auxiliaires. Ça peut être des auxiliaires. Alors après, dans les œufs, tu as plein de choses. Hein. Tu as les œufs
de limaces aussi. Hein. Tu as les œufs d'escargot. D'accord. Donc là, Ouais, oui, non, c'est pas terrible. Des escargots au 2e étage, il aurait fallu qu'ils montent, enfin il aurait fallu qu'ils soient Après, pondus. il faut savoir que quand tu mets en place des plantes, même au 20e étage, tu vas utiliser des substrats, quels qu'ils soient. Si tu les récupères quelque part ou si tu récupères des plantes, tu récupères avec tes substrats ou avec tes plantes des œufs de quelque chose. Bien sûr. Si tu échanges des plantes, tu récupères des œufs de quelque chose. Donc moi, je ne connais pas l'historique de ça. Je ne peux pas répondre à ça, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être des œufs de ce qu'on veut. Après, ça se reconnaît. Les œufs de limaces ou d'escargots, c'est assez gélatineux, etc. Les œufs de lépidoptère sont souvent sous les feuilles et en forme d'arc de cercle. Voilà, ouais. Peut-être que Miyuki Ginyu peut prendre des photos en essayant de zoomer avec son téléphone portable, des photos de ses œufs, et qui peut les partager sur des forums, des gens qui reconnaîtront. Ce qui peut être intéressant, c'est d'aller jusqu'au bout, comme tu disais tout à l'heure, d'observer sa plante tous les jours et de voir ce que ça donne comme insecte. Là, il aura la réponse. Hein. Voilà. Mais voilà, c'est intéressant comme question parce que du coup, c'est vrai que tu peux avoir tous les insectes, ceux qui vont attaquer ta plante et puis ceux qui vont réguler ceux qui attaquent ta plante. Ok. Bon voilà, je vous redis au revoir. Je vous souhaite un très bon week-end. Donc pas la semaine prochaine, mais on se retrouve dans 2 semaines avec plaisir et avec Franck. À bientôt. À bientôt, au revoir.